la préoccupation d'autrui a augmenté au fil du temps, et c'est confirmé par d'autres indicateurs. Si on regarde les dons donnés aux associations, je veux dire, on a d'autres indicateurs possibles qui confirment cette tendance. Ben oui, il y a quand même un vrai phénomène. La xénophobie, ça vient du grec, hein, c'est la phobie, la crainte, la peur de l'étranger. C'est ça Et vous n'avez pas utilisé le terme de racisme, par exemple, du coup? Non, parce que... Mais je pourrais, hein, au fond, ils sont plus proches des valeurs de leur pays d'intégration que de leur pays d'origine. Et que donc ils sont, on va dire, des Européens comme les autres. C'est ça le sens de ce résultat-là. De ces résultats. Bonjour Pierre Bréchon, vous êtes professeur émérite de sciences politiques, chercheur en sciences sociales, et vous travaillez en particulier sur la sociologie des valeurs et de l'opinion. En juin 2023, vous avez dirigé une publication sur les Européens et leurs valeurs. Directeur du programme pour la France d'une étude européenne sur les valeurs des citoyens européens, la European Value Study. Vous avez accepté de répondre à nos questions, et je vous remercie pour ça. Donc la question des valeurs, c'est une question qui est éminemment importante dans un moment incertain de l'histoire de France. Les valeurs écologiques paraissent comme une nécessité face au dérèglement climatique. Les valeurs capitalistes sont la seule voie possible, je mets entre guillemets, pour ceux qui prônent la croissance. Le repli identitaire apparaît comme un réflexe de crise. Avant de détailler quelques résultats de votre étude, j'aimerais vous poser une question un petit peu sous forme ludique. Liberté, égalité, fraternité, c'est la devise de la République française. D'après les résultats de l'étude que vous rapportez, quels seraient les 3 mots de la devise de la France en 2023 ? Écoutez, liberté, égalité, fraternité, ça va pas mal, malgré bien que ce soit à l'origine, enfin que ce soit la devise de la France, ça peut s'appliquer aux résultats de l'enquête sur les valeurs. Les Français sont très attachés aux valeurs que j'appelle d'individualisation, c'est-à-dire d'autonomie individuelle. Et donc ça, c'est une conception de la liberté. On doit pouvoir vivre sa vie comme on l'entend. Ça a beaucoup évolué depuis une cinquantaine d'années. Et lorsque la devise de la France a été adoptée, il y a 2 siècles, il y avait beaucoup moins de potentialité de liberté dans la vie privée notamment. Les valeurs d'égalité sont aussi très fortes. Les Français supportent mal les inégalités. Ils veulent bien qu'on tienne compte du mérite des individus, mais en même temps, il faut de l'égalité au sens où il faut que tout le monde ait au moins un certain rempart pour sa vie sociale. Donc il faut que tous les besoins fondamentaux doivent être assurés pour l'ensemble de la population, pour une grande majorité de Français. Alors, ça ne veut pas dire que dans d'autres pays, il n'y a pas des résultats un peu semblables, mais après, il faudrait rentrer dans les détails. Et du coup, la fraternité oui, il y a aussi beaucoup d'altruisme et d'initiative pour s'occuper d'autrui, plus qu'autre. On peut penser qu'évidemment, il n'y en a pas assez, mais ce que je regarde, c'est qu'il y en a plus qu'autrefois. On a 5 vagues de l'enquête depuis 1981, avec des questions identiques, et donc on voit que la préoccupation d'autrui a augmenté au fil du temps, et c'est confirmé par d'autres indicateurs. Si on regarde les dons donnés aux associations, je veux dire, on a d'autres indicateurs possibles qui confirment cette tendance. Donc l'idée que l'individualisme au sens de chacun soi se développe est une idée fausse, que beaucoup de gens répètent. En fait, ils la répètent parce que ça veut dire qu'ils estiment qu'il n'y a pas assez de solidarité
Donc ils disent autrefois il y en avait plus, il dort le passé, mais en fait il y en avait plutôt moins. D'accord. Alors, plusieurs questions de l'étude portent sur la démocratie et le processus électoral en Europe. Oui. Pour les Européens, la démocratie, c'est avant tout l'égalité homme-femme, les élections libres, la protection par les droits civiques que vous avez évoqués Oui. justement, mais aussi une solidarité nationale, donc les indemnités chômage par exemple, la redistribution. Oui. Comment la Donc, France... il y a une perception donc aussi économique de la démocratie Tout et à pas fait. seulement politique. Voilà. Et comment la France se situe dans ces valeurs brièvement, hein, puisque vous l'avez un petit peu dit, mais... Oui, oui. Ben, la France, elle est, elle est favorable. Évidemment, les gens veulent beaucoup de démocratie. Ils disent qu'ils veulent beaucoup de démocratie. Par contre, on a des questions plus précises où on interroge les gens sur les systèmes politiques. Et là, on voit que, au fond, il y a une certaine ambiguïté dans les réponses des Français, notamment, puisque quand on leur demande est-ce que vous êtes favorable, est-ce que la démocratie est un très bon système, ils répondent oui, à 90%. Mais après, on leur pose d'autres questions, on leur dit est-ce que un système où les experts prennent les décisions, est-ce que c'est un bon système politique? Un système où un leader autoritaire décide sans avoir à s'occuper des élections. Est-ce que l'armée qui dirige le pays, c'est un bon système? Alors, ce qu'on s'aperçoit quand on croise les réponses à ces 4 questions, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire dans une logique rationnelle simpliste, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont favorables à la démocratie, mais qui sont aussi favorables aux autres systèmes politiques. Et donc, j'ai construit un indice qui calcule ceux qui sont pour la démocratie et qui refusent les 3 autres systèmes politiques considérés normalement comme non démocratiques. Voilà, et Et ça ce fait qu'on 40%. s'aperçoit, c'est qu'il y a seulement à peu près 40% de Français qui sont des démocrates exclusifs, et ce n'est pas plus que la moyenne européenne. Justement, donc sur le processus électoral, il y a plus de 85% des interrogés qui pensent que la télévision favorise trop le parti au pouvoir, enfin les partis au pouvoir, en Europe, hein, bien sûr, et que les journalistes ne rendent pas compte, correctement des élections de manière équilibrée. Quelle place prennent les médias dans la conception des valeurs, en fait? Parce que les médias ont l'air d'avoir un grand poids. Quelle place ils prêtent dans la conception des valeurs? Mais ils ont un poids, et un poids probablement important, mais en même temps, c'est très difficile de préciser les choses parce que, au fond, les médias sont aussi un reflet. Ils ont un effet propre, mais ils sont aussi un reflet de l'opinion et des valeurs de la population. Les journalistes ou les directeurs de chaînes ont une image de l'opinion publique et se calent assez volontiers sur cette image de l'opinion publique pour construire leur programme et diffuser des préférences de valeurs, diffuser des valeurs. Donc, si vous voulez, c'est un jeu de va-et-vient, d'interconnexion entre les valeurs des individus et les médias, chacun d'une certaine façon renforçant l'autre. Je pense que les médias ont un rôle plutôt néfaste par rapport au pessimisme ambiant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pessimisme et de catastrophisme qui est probablement, et de vision pessimiste des choses sur un certain nombre de sujets, et qui est probablement renforcée, cette vision pessimiste est probablement renforcée par les médias qui, au fond, structurellement, ont du mal à voir ce qui va bien, parce que ce n'est pas directement leur objectif. Ils voient plus ce qui va mal que ce qui va bien. En 2017, il y a 16% de confiance favorable sur les partis politiques, oui, selon l'étude. Il y en a encore moins sur les... C'est à peu près pourcentage pour les réseaux sociaux. Oui, d'accord. 30% de confiance pour la presse. D'après votre étude, est-ce que la France ou l'Europe souffrent d'un problème de démocratie? Oui et non. C'est-à-dire que là aussi, il ne faut pas être trop pessimiste. Oui et non. Non, parce que
on a quand même un certain nombre de mécanismes de démocratie qui sont très importants, des grands principes qui sont plus ou moins, mais à peu près quand même appliqués sur les grandes libertés fondamentales qu'on trouve dans la tradition, dans les grands traités, dans les grandes conventions, et qui ont été repris par l'Union européenne, qui ne sont pas forcément tous les États devraient les appliquer, ils les appliquent plus ou moins bien, mais il y a quand même un certain nombre de garde-fous qui sont, je dirais, pour les principaux pays, notamment de l'Ouest, des Nordiques, voire du Sud de l'Union, enfin de l'Europe, c'est quand même des régions où on a la chance d'avoir un certain nombre de mécanismes démocratiques, d'élections libres, qui sont évidemment des phénomènes très importants. D'accord. Alors, en même temps, il y a 34%. La démocratie n'est pas parfaite, ni en France, ni dans beaucoup de pays. D'ailleurs, je pense que la démocratie parfaite, ça n'existe pas. Mais il y a probablement des démocraties meilleures les unes que les autres. On peut s'interroger, et évidemment, il y a beaucoup de débats sur ce sujet, sur le système électoral. On a en France un système électoral qui est plutôt minoritaire en Europe, avec la Grande-Bretagne, avec le Royaume-Uni, avec un système majoritaire, alors que beaucoup de pays européens ont un système proportionnel. La proportionnelle représente mieux, au sens de la démocratie représentative, elle représente mieux les populations. Comment vous pouvez expliquer que seulement 34% des Européens considèrent que leur pays est gouverné démocratiquement? Est-ce que c'est parce qu'il y a une vraie différence entre les différentes régions européennes Non, c'est surtout... Alors, il y a des différences, si on regardait, mais je pense que le phénomène fondamental, c'est que on n'est pas très démocrate dans beaucoup de pays, mais en même temps, on a des exigences démocratiques. Donc, on voudrait de la démocratie, et quand on regarde comment elle fonctionne dans le pays, eh bien, on est souvent déçu. Voilà, donc il y a beaucoup de déceptions sur le fonctionnement de nos systèmes démocratiques, et ça fait partie de la crise de la démocratie représentative. 12% des Européens en 2018 ne seraient pas contre le fait que l'armée dirige le pays. 29% estiment qu'un homme fort qui n'a pas à se soucier du Parlement et des élections serait une bonne chose, donc une dictature en somme. Ce chiffre a doublé entre 1999 et 2018. Est-ce que les tendances, vous me dites les tendances sont à peu près les mêmes en France, 13%, c'est quand même énorme, non? Ça paraît un peu effrayant. Oui, non, c'était 9, je crois, en 2008, et c'est passé à 13. Donc, oui, il y a des tentations autoritaires. Si vous voulez, quand une démocratie fonctionne mal, on comprend que ça puisse générer des tentations autoritaires. Essayons de voir si quelque chose d'autre serait mieux. Passons sur un autre sujet par rapport à l'étude. C'est un sujet, vous parlez du besoin d'autorité qui nous amène justement à la xénophobie et à la perception des immigrés. Le terme xénophobie, il est utilisé dans le texte. Il est assez fort. Pourquoi vous avez choisi ce terme xénophobie brièvement, juste pour est-ce que c'est parce que ça décrit la situation ou parce qu'il y a un vrai phénomène, je veux dire. Voilà. Oui, il y a quand même un vrai phénomène. La xénophobie, ça vient du grec, hein, c'est la phobie, la crainte, la peur de l'étranger. C'est ça l'étymologie. Et vous n'avez pas utilisé le terme de racisme, par exemple, du coup? Non, parce que... Mais je pourrais. Hein, je pourrais. Il y a des enquêtes qui... D'ailleurs, le terme racisme, je crois, figure dans une question. Et il figure dans les eurobaromètres. Donc le terme racisme, d'ailleurs on voit bien sur cette question-là dans les eurobaromètres, on voit bien que la xénophobie a baissé, puisque je crois qu'il y avait à peu près 30% des Français dans les eurobaromètres qui disaient qu'ils se sentaient au moins un peu racistes, et aujourd'hui on est entre 10 et 15%, je crois. D'accord, justement ça m'amène à la question suivante. Je cite une de vos phrases, vous dites « À entendre les discours des hommes politiques, les considérations négatives à l'égard des immigrés seraient très dominantes, en lien avec des arrivées massives de migrants économiques et écologiques, ainsi que de demandeurs d'asile.
Et en réalité, c'est différent. Alors, quelle est la réalité, justement? Alors la réalité de l'opinion publique, c'est que évidemment il y a des gens qui sont anti-immigration, mais la tendance est à la baisse des perceptions négatives à l'égard des immigrés. Donc, par exemple, si on prend la préférence nationale à l'embauche, la perception, quand les emplois sont rares, il faudrait les limiter aux nationaux, donc aux Français quand on est en France. Il faudrait les limiter aux nationaux. Il y avait en 81 ou 90, je ne sais plus de mémoire, 60% des gens qui étaient favorables à cette idée de préférence nationale à l'embauche. Il y en a aujourd'hui 40%. C'est quand même une différence assez considérable. Oui, oui, tout à fait. Ça a baissé. Sur la question, ce n'est pas dans l'enquête Valeurs, mais il y a eu un article il y a quelques jours de Louis Morin dans Le Monde, qui est un sociologue spécialiste des inégalités. Il explique que le pourcentage, quand on regarde la question « y a-t-il trop d'immigrés en France ?», qui est posée régulièrement dans certains sondages, il y avait 73% des gens qui disaient « il y a trop d'immigrés en France » en 1995, 65% 10 ans plus tard en 2005 et seulement 40% en 2022. Donc on peut dire 45%, c'est peut-être un mauvais chiffre, ça serait mieux si les Français étaient plus conscients de ce que peuvent apporter les étrangers et des besoins en plus de l'économie aujourd'hui. Il y a une baisse en tout cas, effectivement, il y a une tolérance de plus en plus grande vis-à-vis Il y a une tolérance de plus en plus grande et je pense que les hommes politiques français, par exemple, à la différence un peu des hommes politiques allemands d'ailleurs, ils vont à l'encontre de ça. Ouais. Les hommes politiques français et de quelques autres pays européens, au fond, ont toujours l'impression que la plupart des Français sont contre l'immigré, ils en veulent moins, qui craignent beaucoup de choses. En fait, c'est en partie vrai, mais c'est beaucoup moins vrai qu'autrefois. Et c'est au fond aux hommes politiques que c'est leur responsabilité de montrer normalement que les choses ne sont pas si noires que ça et que, au fond, des immigrés peuvent très bien s'intégrer. J'ai pris, comme pas mal de gens, des vacances cet été. J'étais dans la région de Briançon, ce qui est quand même une petite ville touristique, semi-rurale de montagne, on va dire. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la mobilisation favorable aux immigrés, y compris de la municipalité, a eu un effet assez important, puisque aujourd'hui, on peut estimer que 20% des habitants de Briançon, à un moment donné, pris fait et cause pour les immigrés qui traversent la frontière depuis l'Italie. 40% des Européens et des Français aussi, hein, c'est le même chiffre, ont un très fort attachement à leur pays. Vous écrivez « plus on est nationaliste, plus on est individualiste, et moins on est individualisé ». Est-ce que vous pouvez préciser ces deux notions? Pour moi, et pas seulement pour moi d'ailleurs, ça rejoint, quand on analyse les données des enquêtes sur longue période, ce qu'on voit, c'est une très forte montée de ce que j'appelle l'individualisation, c'est-à-dire la volonté d'autonomie individuelle. Chacun veut pouvoir faire de sa vie ce qu'il veut. Et trop souvent, on confond l'individualisation avec l'individualisme. Chacun pourrait faire selon son intérêt. Et donc, on confond les deux. Or, il ne faut surtout pas confondre les deux parce que plus on est individualisé, donc plus on veut de l'autonomie. Ce qu'on voit dans les enquêtes, c'est que plus on veut de l'autonomie dans sa vie, moins on est individualiste. C'est-à-dire que ces deux grandes tendances, ces deux grandes dimensions des systèmes de valeurs, elles s'opposent, elles sont en tension. L'un des grands avantages de cette enquête, c'est qu'il y a 1 heure d'interview. Ce n'est pas un sondage où on a une seule question sur chaque sujet. C'est 1 heure d'interview. Donc, on peut regarder dans les 200 questions de l'enquête, à peu près, on peut regarder comment les réponses sont liées les unes aux autres. D'accord. Et donc, on peut regarder dans tous les domaines de la vie, le travail, l'économie,
la politique. On peut regarder les réponses des personnes, d'accord. Les réponses des gens. Et au fond, est-ce que dans chaque domaine de la vie, par exemple sur le travail, est-ce qu'ils veulent un travail intéressant, un travail où on a de l'initiative, ou est-ce qu'ils veulent simplement un travail où on a de bonnes vacances? Et vous voyez, là, à travers ce genre de choses, croisées avec d'autres domaines de la vie, avec 15 ou 17 indicateurs, on a un indice d'individualisation et on peut aussi faire un indice d'individualisme, c'est-à-dire de gens qui sont intéressés surtout par eux-mêmes, qui ne s'intéressent pas du tout aux autres et qui se soucient absolument pas de la société, ce qui se passe autour d'eux. D'accord. Donc voilà, les deux tendances sont en tension, en forte tension. Et quand on met par-dessus, quand on met en plus le nationalisme, au fond, c'est la valorisation de l'identité nationale. Et plus on est nationaliste, plus on est aussi individualiste. Les individualistes sont nationalistes au sens où ils se préoccupent de leur propre nation et pas du monde. Et est-ce que les individualistes, du coup, dans les valeurs plus personnelles, ils s'occupent de leur nation, mais est-ce qu'ils s'occupent en réalité plus d'eux et pas de leurs voisins? Oui, d'accord. De plus d'eux, de leur village. Mais donc, voilà, ils s'en occupent pas beaucoup de leur village parce qu'ils sont quand même centrés sur eux-mêmes. Donc c'est le centre et c'est eux, quoi. Et alors que l'individualisation, il y a effectivement une volonté personnelle d'émancipation, mais vous parlez aussi de rejet de la valorisation du devoir, donc du rejet du devoir. En fait. Oui, parce que la dimension d'individualisation, c'est deux pôles. Vous avez individualisation d'un côté et vous avez, au fond, valeur du devoir, plutôt valeur traditionnelle. Vous avez quand même valeur traditionnelle d'un côté et valeur société moderne de l'autre. La société individualisée est quand même, on va dire, une société moderne ou post-moderne, comme disent certains. Alors justement, sur ces deux notions-là, vous décrivez ces deux grandes dimensions du système de valeurs ont un pouvoir explicatif beaucoup plus important que le simple clivage entre la gauche et la droite. Dans une histoire du conflit politique, un livre qui a été récemment édité et écrit par Julia Cagé et Thomas Piketty, les auteurs en fait avancent en s'appuyant donc sur beaucoup de données électorales françaises depuis la Révolution française, que 70% du choix de vote se fait sur le statut social et que la question de l'immigration n'a un impact que très minoritaire, de l'ordre de 2%. Est-ce que vous retrouvez cette analyse dans Alors oui et non. Oui, l'analyse des deux auteurs en question est intéressante puisqu'ils ont une base de données. Ils ont une base de données très importante depuis 1789, des résultats électoraux au niveau fin des communes françaises. Alors, c'est des données très riches et en même temps très pauvres. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, elles sont très riches parce qu'on n'avait pas de sondage d'opinion au 19e siècle. Donc, elles sont très riches parce que c'est la seule, pour les périodes anciennes, c'est probablement la seule manière d'avoir une appréhension des valeurs de l'époque, justement. Et des motivations du vote. Mais par contre, pour aujourd'hui, c'est l'arbre qui cache la forêt d'une certaine manière. Parce que, si vous voulez, il manque la médiation des valeurs. Et ils prennent jamais en compte les valeurs. Et donc, ils voient qu'il y a des différences sociales. Je veux dire, d'accord, ben, ils ont raison, il y a des différences sociales. Mais en même temps, ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'il y a toute une série de nuances qui ne tiennent pas seulement aux positions sociales des territoires. Parce que, si vous voulez, l'un des problèmes, c'est qu'ils prennent en compte les territoires, ils n'accèdent jamais à l'individu. En termes méthodologiques, c'est un peu compliqué ce que je vais vous dire, mais en termes méthodologiques, on parle de risque, alors c'est un terme anglais, d'ecological fallacy, donc d'erreur écologique. D'erreur écologique au sens c'est l'erreur de partir des données territoriales. Parce que Durkheim a fait ça aussi dans certains de ses travaux du XIXe siècle.
Donc, ils partent des données agrégées sur un territoire et ils regardent les caractéristiques du territoire. Alors, c'est vrai que c'est important. Le territoire, c'est une caractéristique, c'est important, mais ça absorbe pas l'ensemble des comportements électoraux. Alors, sur l'immigration, par contre, ils ont en partie raison, c'est-à-dire que l'immigration n'est pas du tout la seule motivation du vote. Dans une tribune du Monde qui est parue le 28 août, Bernard Denis, qui était un de vos collègues, qui est chercheur en sciences politiques, indique que selon donc, les enquêtes EVS, en Europe de l'Ouest, la majorité, donc en Europe de l'Ouest, où il y a la France, hein, je rappelle évidemment, la majorité des personnes étrangères ont des valeurs d'émancipation, c'est-à-dire qu'ils s'intègrent assez bien finalement dans les valeurs européennes. Cela signifie que les immigrés s'intègrent plutôt bien, donc malgré ce qu'en disent les médias de masse. Je confirme, c'est-à-dire que quand on regarde, c'est assez intéressant puisque donc on a des nombres d'immigrés et d'étrangers assez importants dans l'enquête quand on regarde sur l'ensemble des pays. Donc on peut dire des choses sur les immigrés dans les grandes zones géographiques de l'Europe et on voit que au fond ils sont plus proches des valeurs de leur pays d'intégration que de leur pays d'origine. Et que donc, ils sont, on va dire, des Européens comme les autres. C'est ça le sens de ce résultat-là. De ces résultats. D'accord. Alors finalement, j'ai envie de vous demander, comment fait-on pour orienter les valeurs d'un pays? Sur les questions écologiques, par exemple, il y a une vraie prise de conscience, mais peu d'action. Selon vos analyses, votre expertise, donc qui construit cette opinion-là? Ça évolue de façon... Ça peut évoluer par palier, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des événements qui accélèrent ou qui ralentissent les mouvements d'évolution de valeurs. On voit qu'au fond, selon les domaines, c'est pas la même chose. Il y a des domaines où les valeurs évoluent fortement, tout ce qui touche à la liberté, à l'autonomie des individus. Et puis il y en a d'autres où c'est plutôt stable. Il y a des différences fortes. Les pays de l'Europe du Nord, par exemple, ont commencé très tôt à se préoccuper des valeurs écologiques, beaucoup plus que chez nous. Et il y a des pays, l'Est de l'Europe est encore moins dans les valeurs écologiques que nous. Donc, les hommes politiques peuvent évidemment renforcer, mais pour ça, il faut qu'ils aient réussi à conquérir l'opinion. Et alors, c'est à différents niveaux. Pour l'instant, ça va plutôt venir de la base, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Oui, parce qu'il y a pas mal d'initiatives, je dirais, associatives sur le réchauffement climatique, sur l'écologie. Par contre, comme tous les partis politiques disent qu'ils font de l'écologie, alors on peut s'interroger pour savoir si c'est juste ou faux. Je veux dire, un certain nombre de gens qui votent pour différentes tendances, on va dire, mais pas ELV, peuvent avoir l'impression qu'ils votent écologie, enfin ils sont pour l'écologie. Donc si vous voulez, il n'y a pas un programme d'un candidat. Bien sûr, bien sûr. C'est très vaste. Très bien, très bien. Bon, merci beaucoup Pierre Bréchon du coup d'avoir répondu à cette interview. Je rappelle aux auditeurs qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à s'abonner, à cliquer sur le pouce pour diffuser notre vidéo un peu plus largement. Et ils peuvent aussi regarder notre livre, les Européens et leurs valeurs, entre individualisme et individualisation. Je mettrai un lien sur le universitaire de Grenoble. D'accord, très bien. Merci beaucoup encore. Et merci à vous. Bonne journée et à bientôt. À bientôt.